Le 27 novembre, le Café Libre de Bourroux recevait Gilles Ramstein, paléoclimatologue. Le changement climatique, un danger pour la Terre ou pour l'homme ? Gilles Ramstein, donc tu es directeur de recherche au CEA, dans le laboratoire d'études du climat. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est que ton travail ? Ouais, alors moi j'utilise en fait des modèles de climat, c'est-à-dire des modèles qui simulent un climat. Et la plupart des gens font ça pour le prochain siècle, pour savoir qu'est-ce qui va arriver. Alors que moi, ce que je fais, c'est que j'utilise ces mêmes modèles, mais dans le passé de la Terre. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que dans le passé de la Terre, on a des données, des vraies données du climat tel qu'il était, et on peut voir si on a raison ou si on a tort. Alors que dans les projections climatiques, évidemment, il n'y a pas de données. Donc ça permet de savoir si nos modèles actuels sont capables de restituer l'histoire du climat de la Terre. C'est ça que je fais. Alors ça prend du temps, il y a 4 milliards d'années, donc... Bon, alors sur 4 milliards d'années, qu'est-ce qu'on découvre ? Alors sur 4 milliards d'années, déjà évidemment comme on s'en doute, disons que sur les 100 000 dernières années, on a plein de données climatiques, plein de restitutions de données climatiques. Puis quand on s'éloigne dans le temps sur des millions, des dizaines de millions, voire des milliards d'années, on a de moins en moins de données. Mais néanmoins, on sait quand même plein de choses. On sait par exemple que la Terre, depuis 4 milliards d'années, en gros 3,8, elle porte la vie et qu'à sa surface, il y a toujours eu des conditions de température et de cycle hydrologique qui étaient cohérentes avec cette vie. C'est-à-dire qu'on n'est jamais parti trop vers le chaud ou trop vers le froid. Il est arrivé, il y a des accidents, et ça on peut les comprendre et les montrer. Il y a eu des accidents où la Terre est devenue complètement glacée pendant quelques millions d'années. Mais c'est très rare sur Terre. Sur Terre, en général, il fait chaud. Un truc que les gens ne savent pas, c'est en général, c'est que les dinosaures, ils ont vécu pendant des 250 à 65 millions d'années. Très très longtemps. Ils n'ont quasiment pas vu l'ombre d'une calotte de glace. Alors que nous, les hommes, si on considère que notre ancêtre le plus ancien, c'est Toumaï, 7 millions d'années, on a toujours connu des calottes de glace. On est des gens du froid. Et c'est à partir d'un climat qui est plutôt froid qu'on est en train de réchauffer énormément. Et c'est pour ça que ça peut être potentiellement dangereux, parce qu'en réchauffant un climat où il y a des calottes de glace, évidemment, on peut les faire fondre, entre autres. Et ça, c'est un des dangers du réchauffement climatique du prochain siècle. Pour rebondir, donc justement, est-ce qu'on est dans une époque plutôt glaciaire ou plutôt une époque qui se réchauffe ? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui se passe depuis 1 million d'années ? Alors déjà, ce qui est extraordinaire parce qu'on ne le sait pas pour tout le reste de l'histoire de la Terre, c'est qu'on a des calottes de glace, et ces calottes de glace nous permettent de remonter à 800 000 ans, disons presque 1 million d'années, et grâce aux bulles de ces calottes de glace, on connaît l'atmosphère, donc le CO2 qu'il y avait dans l'atmosphère sur 1 million d'années. Et on connaît aussi les températures. Et donc on sait que le climat, depuis 1 million d'années, il évolue entre un monde extrêmement froid avec 4 calottes de glace, 2 de plus donc, une sur l'Amérique du Nord et une sur l'Europe du Nord, et un climat comme on connaît, qui a que 2 calottes de glace. Le climat comme qu'on connaît, qui a 2 calottes de glace, sur ce million d'années, c'est marginal, c'est 10% du temps, 15% du temps. Le climat avec 4 calottes de glace, c'est lui qui est le plus important, c'est 80% du temps. Et donc en fait, ce dernier million d'années, grosso modo, on est dans un climat extrêmement froid, avec des épisodes un peu plus chauds, comme ceux dans lesquels on vit. D'accord, donc on peut dire que là, du coup, pour le coup, l'homme est quand même responsable d'une incidence sur le climat. Ouais. Est-ce qu'on est réellement passé à l'anthropocène, comme on dit Tout ce que je vous ai dit là, c'est naturel. C'est-à-dire que naturellement, on passe de cycles très froids, glaciaires, à des cycles un peu moins froids, interglaciaires. Naturellement, depuis 800 000 ans, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des grosses calottes de glace sur l'Amérique du Nord et sur le bord qui sont venues, qui ont poussé et qui ont disparu. Maintenant, on est en train de jouer dans un autre monde. C'est-à-dire que comme l'homme est présent, et comme l'homme est en train de brûler du combustible fossile, il est en train de remettre à très grande vitesse beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Et à cause de ça, on est en train de réchauffer à très grande vitesse le climat. Et donc, peut-être qu'on est en train de quitter, comme vous l'avez dit, cette espèce de peacemaker qu'on avait depuis 1 million d'années, avec glaciaire, interglaciaire, parce qu'on est en train de réchauffer à grande vitesse et que ça va avoir des conséquences importantes, en particulier sur la fonte des calottes. Par exemple, le Groenland, il s'est formé il y a 3 millions d'années, il a évolué, mais en fait il est là depuis 3 millions d'années. Si on perd le Groenland, on bascule dans un climat beaucoup plus chaud. Donc, est-ce que l'homme est capable de faire fondre le Groenland ? Aujourd'hui, le Groenland fond, à bas bruit, mais il fond. Et si on continue à monter en CO2, il est très probable, pas demain, pas à terme de 10 ans, mais à des termes de 100 ans,
on fasse disparaître une partie du Groenland. Et alors si on fait disparaître le Groenland, c'est 6 mètres équivalent de niveau marin, de remontée des eaux. Donc c'est très important. Donc si on fait perdre même une petite partie du Groenland, ça correspondra à 1 ou 2 mètres de remontée du niveau marin, avec tous les problèmes que ça pose dans une Terre qui va en 2050 avoir 9 milliards d'hommes, dont la plupart d'ailleurs vivent au bord de la mer en fait. C'est ça ma question. Actuellement, il y a 80% de la population mondiale qui vit au bord de l'eau. Si on remonte d'1 mètre ou de 2 mètres, où vont aller ces gens? Ça va poser beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que si ça se fait très vite, la question qui va se poser, c'est que les gens qui savent, par exemple les Hollandais savent très bien vivre en dessous du niveau de la mer. Ils vont construire des digues un peu plus hautes. Par contre, il y a des pays où ce ne sera pas possible. Et donc, ça va conduire à des migrations climatiques énormes. Alors aujourd'hui, justement, on est dans un contexte où, faute de guerre, on a une migration climatique déjà très importante. Mais là, il s'agit de centaines de millions de personnes en Asie. Donc, il ne faut pas que ce changement aille trop vite. Il faut que la COP 21, c'est-à-dire la conférence qui a lieu aujourd'hui au Bourget, essaie de mettre en place des accords qui, maintenant on appelle ça les 2 degrés, c'est-à-dire qui essaient de confiner le réchauffement climatique global à 2 degrés. Auquel cas, on évitera, si vous voulez, des catastrophes qui seront liées à l'inadaptation et au fait qu'on est en train de changer le climat beaucoup trop vite. Donc tout est là en fait. Alors moi j'ai une question parce qu'on dit souvent les hommes. Mais est-ce que les hommes ont tous la même responsabilité dans le dérèglement climatique ? Non, c'est sûr que si vous voulez, aujourd'hui on dit 2 degrés. Sur ces 2 degrés, il y a déjà une partie qui est prise. Et qui est prise par qui ? Par les gens qui se sont déjà développés, c'est-à-dire les Américains et les Européens. Et essentiellement, ils ont fait leur révolution industrielle il y a 200 ans. Et ils ont mangé une part du gâteau. En fait, c'est ça. Il y a un gâteau et ce gâteau, il est fini parce qu'on ne peut pas émettre trop vite, sinon il va y avoir des graves conséquences. Et donc, il y a des gens qui ont déjà pris leur part. Et puis, il y a des gens qui veulent leur part. Donc, les gens qui veulent leur part, il y a 1 milliard d'hommes qui sont pauvres, qui n'ont pas forcément accès à l'énergie. Ils veulent plus d'énergie. Il y a des gens qui ont déjà pris et qui continuent à prendre beaucoup. Hein. Il y a un rapport 18 entre un Américain et un Bengali. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui devraient, parce qu'ils ont déjà pris, diminuer drastiquement leur consommation d'énergie. Ça, c'est sûr. Et donc, on parle des pays riches. Oui, des pays riches, c'est sûr. Et quelles actions les pays riches mettent en œuvre pour trouver des solutions de la chose qui sont le plus responsables ? C'est une bonne question, mais c'est une question qui me dépasse largement, parce que moi je suis climatologue. Mais donc je peux avoir des idées là-dessus comme citoyen, mais je n'ai pas particulièrement de compétences là-dessus. Je pense qu'on a une responsabilité qui est lourde et que l'Europe, par exemple, je pense que l'Europe, elle a annoncé des réductions d'énergie et elle essaie de s'y tenir. Bon, les États-Unis, on est loin de compte. Et après, il y a l'émergence de la Chine, par exemple. Alors, la Chine, elle a promis d'arrêter son développement en termes d'émissions de CO2 en 2030, de faire un plateau. Mais elle a dit que d'ici 2030, elle voulait continuer à se développer. Et donc, il y a tous ces problèmes de savoir comment on va se développer, parce que le problème aujourd'hui, c'est plutôt de sortir du charbon. C'est-à-dire, puisque le charbon est une des ressources fossiles qui est très émettrice de CO2, il s'agirait de chaque fois qu'on le peut, d'essayer de trouver des solutions pour essayer de ne pas, et en plus de mettre massivement de l'énergie, comme c'est fait aussi dans certains pays d'Europe, pour utiliser de l'énergie renouvelable, soit la biomasse, soit l'énergie solaire, soit l'éolien. Mais c'est vrai que c'est un enjeu très important et auquel sont confrontés particulièrement les pays riches et qu'ils ont déjà une certaine dette. Oui, et donc par rapport à l'enjeu dont tu parles, je me souviens qu'il y a quelques années, on parlait beaucoup de la couche d'ozone. On se disait que ça allait être costaud pour combler ce fameux trou. On n'en entend plus du tout parler. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait identifié 1 ou 2 molécules et que, bon, du coup, on a réussi. Mais là, j'ai l'impression, par contre, que c'est un enjeu bien plus énorme et un problème bien plus global. Et combien de temps ça va prendre ? Enfin, c'est pas comme la couche d'ozone. Non, vous avez tout à fait raison. C'est un excellent exemple. Parce que la couche d'ozone, donc, elle a été attaquée par ce qu'on appelait des CFC, des chlorofluorocarbones, qui montaient dans l'atmosphère et qui étaient dissociés par la lumière solaire et attaquaient la couche d'ozone. Ça a été diagnostiqué par les scientifiques. Et puis, on a trouvé une solution.
C'est exactement pareil pour le CO2. Le CO2, le réchauffement climatique, maintenant il a été démontré qu'il est lié au CO2, tout le monde, la plupart des gens sont d'accord, sauf que le CO2 c'est le cœur du développement industriel de la planète. Et donc il n'y a pas de substitution tout de suite. On ne peut pas faire une réunion avec des industriels et dire demain on change, on passe à autre source d'énergie. On n'a pas. Donc ça veut dire qu'il va falloir s'organiser pour à la fois baisser les émissions, c'est-à-dire essayer de diminuer le taux de CO2 qu'on émet. Alors ça on peut le faire de différentes façons. Mais c'est beaucoup mieux de faire ça, d'essayer de diminuer le taux de CO2 qu'on fait par mix énergétique, par baisse de la consommation, que de commencer à toucher le système Terre, soit pour stocker le CO2 en souterrain, soit pour envoyer, comme ça a été discuté, pour envoyer dans la stratosphère des poussières qui feraient écran à la lumière solaire, donc qui refroidiraient. Donc là, il y a plein de solutions de bio-ingénierie qui sont extrêmement dangereuses. Si on était obligé de les utiliser parce qu'on n'a rien fait avant. Donc il vaudrait beaucoup mieux réduire les émissions à l'échelle de 2050 que de passer à des solutions où on toucherait carrément au système Terre.